Je vais Yalla, super. commencer. Bonjour à tous J'espère et que ça à va marcher. toutes. C'est un plaisir de se retrouver avec Midreshet Yehuda et l'Ilmod. On est toujours avec Eliezer Sarodotsky pour parler d'histoire juive. Aujourd'hui, encore quelque chose de spécial. Bonne étude. Oui. Chers amis, comment allez-vous? Shalom, C'est shalom. plaisir de vous revoir. Shalom, shalom, shalom tout le monde. Shalom tout Salut. le monde pour parler d'un événement qui est aussi important que peu connu. Et c'est quoi? C'est de la conférence de San Remo tenue dans la ville de San Remo. Et avant de même poser les questions dont on va débattre aujourd'hui, avant de faire une introduction comme il se doit, je voudrais citer une note qui a été écrite dans un journal juif, Eretz israélien, Dohar Hayom, traduction telle quelle de Daily Mail, dont le rédacteur en chef était le fils de Eliezer Ben Yehuda, Itamar Ben Avi, et où on parle en fait état d'une réunion qui a eu lieu dans la synagogue centrale, synagogue ashkénaze centrale de la vieille ville de Jérusalem, à Chourva, où le 28 avril 1920 a parlé le Rav Kook, c'est-à-dire qui était à l'époque déjà le grand rabbin du Yeshuv. Et de quoi il parlait? Eh bien, c'était un jour de jeûne. Pourquoi est-ce que c'était un jour de jeûne? Eh bien, on pleurait les morts et les blessés du premier pogrom qui a eu lieu entre le 4 et le 7 avril de cette année, c'est-à-dire quelques jours avant Pesach de Shnat Tarap 1920, le premier pogrom au sujet desquels Jabotinsky et d'autres leaders juifs ont dit que, écoutez, nous pensions que de retour sur notre terre, eh bien, ces scènes tellement symptomatiques de la zone de résidence de l'Empire russe, eh bien, ne nous poursuivraient pas ici. Eh bien, voilà qu'on se retrouve à Jérusalem, dans notre capitale éternelle, avec des centaines de juifs, plus de 200 juifs blessés, 5 juifs assassinés, des Anglais qui nous désarment, qui ne nous laissent pas nous défendre. Jabotinsky dit à ce sujet qu'ils se conduisent exactement de la même manière que les gendarmes russes, les gendarmes du tsar. Bon, à l'époque, Russie, c'est plus le tsar, mais les pogroms, ça date de l'époque. Et tout d'un coup, alors que les gens sont en train de fondre en larmes, arrive le leader du Kakal, Menachem Ussishkin, et il dit, écoutez, je veux vous réjouir. Comment je veux vous réjouir? Je veux vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a à peine quelques jours à San Remo. A été votée une résolution selon laquelle les nations victorieuses de la Première Guerre mondiale donnent mandat sur Eretz Israël à la Grande-Bretagne pour y rétablir un foyer national juif dans le proche avenir. Et puis les larmes se transforment en les larmes comment dire, de tragédie se transforment en larmes de joie. Il continue sur son chemin dans les Arba Batei Knesset, dans les synagogues séfarades de la vieille ville, synagogue du Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il leur raconte la même chose et là-bas, ils entonnent le Hallel. Alors bon, on voit, j'ai fait cette introduction qui, d'ailleurs, que ça a paru dans l'avant-dernier, Makor Rishon par un historien, un ami, Dr. Hadar Lipschitz. Je vous conseille de lire son article. Mais
je l'utilise en tant qu'introduction de la situation dans lesquelles, du fond historique, on pourrait le dire, de cette résolution, de cette décision de San Remo. Maintenant, avant d'aller plus loin et de présenter plus en détail ce qui s'est passé là-bas, eh bien, je voudrais essayer de poser quelques questions autour duquel je vais essayer d'articuler cette rencontre. Première question, quelle est l'importance en soi de la décision de la conférence de San Remo, tant en soi que par rapport à d'autres documents, comme la déclaration Balfour ou par exemple le vote de partage du 29 novembre 1947, la résolution 181. En quoi est-ce que la décision prise à San Remo, eh bien, elle est particulière, elle est unique. Deuxième chose, quelle en est l'influence et l'impact sur notre situation actuelle, de jure et de facto. Peut-être que ce n'est juste qu'un document historique, bon, qui a une certaine valeur, même peut-être grande valeur, mais qui sont conséquences pour notre réalité politique, juridique, internationale d'aujourd'hui. Troisième question, dans quelles circonstances est-ce que ce document a été voté? Que se passait-il à Jérusalem à cette époque? Je parle de printemps 1920. Que se passait-il au Moyen-Orient? Que se passait-il à Londres, à Paris et à San Remo? Pourquoi je dis Londres et Paris? Parce que après la conférence, la paix de Versailles, etc., eh bien, les Alliés continuaient à se réunir pendant des mois et des mois pour essayer de retracer des lignes entre États, des empires disparus. Comme on sait, 4 empires se sont effondrés, tombés en pièces à la suite de la Première Guerre mondiale. C'est l'Empire austro-hongrois, c'est l'Empire russe, c'est l'Allemagne et naturellement ce qui nous intéresse le plus, c'est l'Empire ottoman. OK. Maintenant, voyons tout d'abord, on va voir durant cette conférence plusieurs documents, mais tout d'abord, je voudrais qu'on essaie de présenter un certain tableau de fond et de voir tout d'abord quelles sont les forces en présence qui nous intéressent tout particulièrement. Eh bien, tout d'abord, ce qui nous intéresse naturellement, c'est la Grande-Bretagne, pour 2 raisons. La première, c'est que le 2 novembre 1917, elle a émis la déclaration de Balfour, où le gouvernement de Sa Majesté voit d'un bon œil l'établissement d'un foyer national juif en Palestine et tout ce qui suit. Et puis de notre côté, quelques semaines à peine après ce document, eh bien, les forces du général Allenby conquièrent pas seulement le sud, mais aussi le centre de Eretz Israël. Ils entrent la veille de Hanouka 1917 à Jérusalem et ensuite, dans l'année 18, eh bien, ils conquièrent la Galilée, le nord du pays. Les forces ottomanes essayent de fuir, en tout cas de l'autre côté du Jourdain. Les Britanniques sont maîtres de la situation en Eretz Israël. Deuxième force en présence qui nous intéresse, eh bien, c'est les Arabes. C'est les anciens nouveaux voisins.
c'est entre autres la famille Hussein, Émir Hussein, la dynastie Hachémite, qui est dépositaire des lieux saints en Arabie, qui dorénavant va être appelée Arabie Saoudite, dans le Hijaz, Mecque, Médine, etc. Ses fils, entre autres, à commencer par son fils Faisal, qui essaye de se faire un nom et de se créer un pouvoir au Moyen-Orient dans ces années de fin de Première Guerre mondiale, début des accords de paix, etc. Troisième force en présence qui nous intéresse, eh bien, c'est la France. C'est la France, pourquoi? Parce que déjà dans les années, durant la Première Guerre mondiale, on connaît les fameux accords Sykes-Picot qui ont été conclus entre la Grande-Bretagne et la France, donc les deux principaux alliés, où ils se partagent véritablement les zones d'influence au Proche et au Moyen-Orient, et où Eretz Israël, d'ailleurs, doit être internationalisé. Internationalisé, c'est Jérusalem, Haïfa, Jaffa, tout ce qui est autour doit avoir un statut où tant la Russie que la France, l'Angleterre et d'autres auront un pouvoir commun. Quatrième force en présence, eh bien, c'est le peuple juif qui est représenté par l'organisation sioniste. Pourquoi est-ce que c'est une force? C'est parce que, bon, d'un côté, il est déjà un facteur international. Il est reconnu en tant que facteur international. Herzl a déjà rencontré le sultan Guillaume II, l'empereur d'Allemagne. C'est une organisation qui est reconnue par la Grande-Bretagne, par d'autres empires aussi. Et puis, on est ici, on a une force. On combat aux côtés des Britanniques, on combat sur le Jourdain. On a plus de 10 000 soldats qui sont dans les brigades juives avec l'emblème du Magen David et qui combattent aux côtés des Britanniques. OK. Donc, ça, c'est pour mettre les choses au point, les forces qui sont en présence. Est-ce qu'il y a le chat, etc. Bonsoir. Bon, OK. Maintenant, on continue. On continue. Le 2, je l'ai dit, le 2 novembre 1917, retentit une victoire diplomatique de premier ordre pour l'organisation sioniste. C'est la déclaration de Balfour. La puissance, pratiquement la puissance numéro 1 au monde, reconnaît les droits du peuple juif à la terre d'Israël, reconnaît le peuple juif en tant que peuple, ayant des droits politiques, et est prêt à accorder tout son soutien à son établissement sur sa terre ancestrale, appelée dans la déclaration Palestine. C'est une déclaration qui est accueillie dans le peuple juif, et à juste titre, comme une seconde déclaration de Cyrus, de Koresh, une reconnaissance après 18 siècles de notre prétention, de notre droit à notre terre, et pas par n'importe qui, mais par des gens qui véritablement désirent notre bien, des gens qui sont persuadés convaincus de notre bon droit, Lloyd George, Lord Balfour. Bon, mais en parallèle, qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël? On l'a dit, c'est une terre qui est conquise par les forces britanniques, et on pourrait croire, quoi de mieux? Qu'est-ce qui pourrait se passer de mieux que cela? Les Britanniques, d'un côté, déclarent qu'ils veulent nous faire revenir en Eretz Israël, et d'un autre côté, c'est eux qui sont là véritablement, donc ils peuvent
mettre en œuvre, tenir leurs promesses. Mais il y a juste un problème. C'est que dès la victoire de Allenby en Eretz Israël, eh bien, une administration militaire est mise sur place et c'est une administration pour laquelle qui perçoit la déclaration de Balfour comme un malentendu, malencontreux, qui est source d'une incompréhension totale de Londres à Londres de ce qui se passe en Eretz Israël. C'est une administration qui est formée soit de militaires britanniques, soit de diplomates ou de fonctionnaires britanniques qui ont servi où? En Égypte, où Lord Cromer est au pouvoir, enfin, la puissance britannique est au pouvoir depuis 1882. Donc c'est une administration qui est formée avant tout d'arabistes. Ils sont tellement hostiles à la déclaration de Balfour qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les Juifs d'Eretz Israël n'en prennent même pas connaissance. Bien entendu, on le sait, mais c'est quelque chose qu'ils font comme si cette déclaration n'existait pas. Maintenant, à tel point, c'est une administration qui est à tel point antisioniste et antisémite que lorsque Chaim Weizmann arrive ici dans le cadre de la délégation sioniste en 1919, eh bien, il est rencontré par un ami, un rare ami britannique, un colonel britannique, le colonel Richard Meinerzagen, qui lui montre les protocoles des sages de Sion. Et Chaim Weizmann ne comprend pas, mais pourquoi tu montres ces protocoles? Quel rapport? Enfin bon, ok. Et puis le colonel britannique de lui dire, écoute, fais attention, pourquoi? Parce que c'est un document que tu peux trouver dans les trousses, dans les trousses et les sacs de presque chacun des officiers et des soldats britanniques qui sont postés en Eretz Israël. Prends ça en considération. Tout ça juste pour donner une image que même si une bataille, plus qu'une bataille, est gagnée à Londres le 2 novembre 1917 avec la déclaration Balfour, ici, les affaires sont loin d'être en notre faveur. En plus de cela, il y a deux accords, deux documents qui ont précédé la déclaration de Balfour et qui naturellement n'en prennent pas compte, ne tiennent pas compte. C'est, on l'a dit, Sykes-Picot, dans le cadre duquel eh bien, la Palestine, entre guillemets, doit être une zone partagée entre les superpuissances et certainement pas appartenir à un peuple juif, au peuple juif. Et deuxième document qui a été qui est né avant, c'est la correspondance entre l'ambassadeur britannique, le représentant britannique en Égypte, Mac Mahon, et le shérif Hussein ibn Ali, tête de la dynastie hachémite, qui promet aux Arabes, s'ils soutiennent l'effort de guerre britannique contre l'Empire ottoman, eh bien, il leur promet un État arabe dans le Shams, c'est-à-dire la Grande Syrie. La Grande Syrie, bon, ensuite, les Britanniques disent non, 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 on vous l'a promis à l'est d'une certaine zone, c'est-à-dire que toute la Palestine, Eretz Israël, eh bien, on est libre d'en faire ce qu'on veut, mais les Arabes, naturellement, ne le comprennent pas de cette manière. Et voilà qu'il y a trois documents qui sont en partie contradictoires et qui sont donc dont on sent que véritablement, si tu veux que le document qui est en ta faveur prenne le dessus, eh bien, tu dois suer et faire pas mal d'efforts. Bon, ça c'est une seconde chose. Maintenant, donc, on voit que la déclaration de Balfour, même si elle est célébrée dans tout le monde juif, eh bien, elle est encore très précaire. L'administration militaire britannique, avec le général Allenby à sa tête, s'oppose tellement à ces déclarations qu'il s'adresse
à Faisal, le fils du émir Hussein, et lui dit, écoute, prends les choses en main et va forcer la situation, va forcer les choses et essaie de prendre le pouvoir tout simplement à Damas sur la Syrie. Et effectivement, Faisal, qui sent qu'il a le vent en poupe, il part à Damas où il organise un congrès, un congrès arabe qui n'est absolument pas représentatif, mais peu importe, ça ne l'intéresse pas, d'autant plus que personne ne connaît véritablement qui est contre qui ici et quelles sont les forces en présence. D'ailleurs, le colonel Meinertz Hagen, qui est le chef des renseignements britanniques, ici, eh bien, il est le premier à dire que les Arabes de Syrie sont encore beaucoup plus pro-ottomans, pro-turcs que pro-hachémites, qu'ils ne connaissent pas, mais d'où ils viennent, ces hachémites. On connaît la rivalité ancestrale entre Damas et entre le Hijaz, etc. Bon, mais cela ne l'empêche pas d'organiser ce congrès à Damas et en mars 1920 de se déclarer roi de Syrie. Parallèlement, Allenby, s'adressant au successeur de Lord Balfour à la tête du Foreign Office britannique, le Lord Curzon, eh bien, il lui dit, écoute, laissez tomber vos déclarations imbéciles, la déclaration de Balfour, il faut jouer la carte arabe. Si on se met du côté des Juifs, on va se mettre à dos tous les Arabes, il va y avoir une révolte tonitruante, fulgurante, on ne va pas pouvoir tenir, etc. Et si cela ne suffit pas, eh bien, il y a aussi les Américains qui mettent leurs mains à la pâte. Leur président, Wilson, dans sa grande magnanimité, qui veut être à l'écoute de tous les peuples, a envoyé ici une commission, la commission qui s'appelle King Crane, avec à sa tête deux industriels américains qui ont été choisis pour la simple raison qu'ils ne comprennent rien au Moyen ou au Proche-Orient. Et ils ont été envoyés ici, et c'est ainsi qu'ils sont venus, ils ont fait quelques tours, et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils écrivent dans leur rapport qu'ils soumettent en 1919 au gouvernement, à l'administration américaine? Eh bien, les Juifs n'ont rien à faire ici. Les Arabes sont les véritables détenteurs des droits sur les terres en Palestine, en Syrie. La Palestine, elle fait partie de la Syrie. Il faut les soutenir dans leur cause. Bon. Et tout cela, comment est-ce que cela finit? Eh bien, les Arabes d'Eretz Israël prennent les armes et en début avril 1920, dans ce qu'on s'appelle la fête de Nebi Moussa, remontant de Nebi Moussa, c'est-à-dire de la mer Morte, là où les Arabes, les musulmans disent que Moussa, à savoir Moshe, a été enseveli en face de Nevo. Et ils remontent et ils commettent un véritable pogrom contre la population juive à Jérusalem avec les cris de Faisal, notre roi. Faisal, notre roi. C'est-à-dire, on voit, il n'y a à l'époque aucune cause palestinienne, il y a la cause du grand empire arabe, de la dynastie hachémite, de la grande Syrie. C'est de cela qu'il est question. Donc, tout cela nous laisse bien comprendre pourquoi la situation est perçue tant dans le Yishuv
qui déclare un jour de jeûne, que dans le leadership du mouvement sioniste, perçu comme quelque chose d'absolument dramatique. Lorsque Chaim Weizmann se promène sur les plages de San Remo, il ne comprend pas, c'est-à-dire il est déchiré absolument entre deux mondes où la Riviera qu'il voit en printemps avec les couples qui se dandinent ici, profitant du beau temps, etc., etc. Et puis, son peuple qui est déchiré, qui est massacré en Russie pendant la guerre civile qu'il y a en Russie et qui avec des pogroms en Eretz Israël, et lui, il ne sait pas quelle sera la décision, quelle décision va être prise à San Remo. Une chose qu'il faut encore rajouter, c'est que peut-être qu'on peut encore compter quand même sur la France, Clémenceau, qui est un ami des Juifs, eh bien non, qui est connu encore depuis l'affaire Dreyfus, et après, comme un ami des Juifs, du peuple juif, etc., eh bien non, sa place, il est remplacé à la poste de Premier ministre au début de 1920 par Alexandre Millerand, et la délégation française à San Remo et à Londres qu'à Paris, eh bien, ils sont complètement hostiles au sionisme à tel point qu'ils disent bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez de nous? Les Juifs français, demandez-eux, ils s'opposent au sionisme. C'est même pas un peuple, c'est des Israélites, ils font partie de la nation française. Une religion n'a pas droit à un État. Ce qui fait qu'à tous les niveaux, on a l'impression que tant au niveau politique qu'au niveau diplomatique que sur le terrain, eh bien, c'est une véritable débandade, c'est une catastrophe. La déclaration de Balfour était peut-être un éclairci, mais vain, éphémère, qui s'est évanoui dans les nuages des raisons d'État qui s'opposent tous à un rétablissement du peuple juif sur sa terre. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, on va commencer à partager les écrans. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un article publié dans le London Times 2 jours après la décision de San Remo. C'est-à-dire, on parle du 26 avril. La décision a été prise le 24 avril, qui était, à savoir, c'était le Vav Be'Iyar. Vav Be'Iyar. Donc, la déclaration à San Remo a été votée le 6 Iyar. Dites-moi si vous pensez que c'est un hasard. Et voilà, the British Zionists rejoicing, les sionistes se réjouissent. British mandate for Palestine welcomed. Ils disent bienvenue au mandat britannique sur la Palestine. Maintenant, on voit, vous pouvez lire the practical consequences, les conséquences pratiques de la décision de San Remo seront que toute l'énergie et le capital juif vont commencer à affluer vers la Palestine pour être dévoués au développement de l'État, au bénéfice de tous ses habitants. Cet événement sera naturellement célébré dans tous les centres juifs avec grande joie, et la date du 24 avril 1920 sera peut-être deviendra peut-être un jour de fête dans le peuple juif, etc., etc. Top, ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé une chose véritablement particulière, c'est que ce qui a été voté à San Remo, eh bien, c'est pas seulement la déclaration de Balfour, mais cette déclaration de Balfour qui a été reformulée, on va le voir, de manière même plus proche des aspirations juives sionistes, eh bien, tout d'un coup, elle a obtenu un autre statut. Elle n'est plus seulement une décision britannique, elle est une décision de tous les États victorieux. Et 2 ans après, en juillet 1922, eh bien, les États-Unis vont aussi y acquiescer, et puis ça va être entériné par la Société des Nations, le précurseur de l'Organisation des Nations Unies. Mais maintenant, voyons de quoi parle véritablement cette cette décision. Voyons, on va aller tout simplement sur le site du ministère des Affaires étrangères israélien. Vous pouvez le voir. Vous avez ici, dans Foreign Policy, the mandate for Palestine. Donc là, c'est ce qui a été, donc c'est la décision de San Remo qui a été ensuite votée par le Conseil de la Ligue des Nations, de la Société des Nations, en juillet 1922. Et c'est de cela, c'est ainsi qu'on va voir. Là, il cite la déclaration de Balfour. Et là, il continue. Has there been given to the historical connection of the Jewish people? Attendez, je vais essayer de déplacer ici. Historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country. C'est-à-dire, reconnaissance a été donnée au lien historique du peuple juif à la Palestine et à son droit pas à l'établissement, comme a été dit dans la déclaration de Balfour, mais à la reconstitution de leur foyer national dans sur cette terre. Et puis, bon, le mandat, d'ailleurs l'institut du mandat a été voté aussi en 1919 encore avant San Remo, et c'est ainsi que le mandat sur la Palestine va être accordé à la Grande-Bretagne. Il faut savoir que quand on dit le mandat, ça veut dire que la Grande-Bretagne, ça je dis maintenant, je parle en tant que, je cite des experts en droit international, on va voir peut-être quelques-unes de ces propositions. Ils disent, ça veut dire que la Grande-Bretagne n'est pas souverain en Eretz Israël. Elle ne peut pas en faire ce qu'elle veut. Elle est puissance tutélaire qui exerce le pouvoir en Eretz Israël en vue de faire passer ce pouvoir au peuple juif, qui est la seule nation, on va le lire après, qui a des droits nationaux sur cette terre. On va voir ensuite les frontières, on va voir ensuite les conséquences, on va voir aussi beaucoup de choses. Là, on répond déjà, je vous rappelle, la première question qu'on a posée, quelle est l'importance de la décision de San Remo, votée en 1922 par la Société des Nations, par rapport à d'autres documents, etc. etc. Bon, maintenant, voyons le point 5. The mandatory shall be responsible for seeing that no Palestine territory shall be ceded or released to
or in any way placed under the control of the government of any foreign power. C'est-à-dire, le gouvernement mandataire est responsable de veiller à ce que le territoire de Palestine ne soit ni cédé, ni prêté de quelque manière que ce soit sous le contrôle de quelque gouvernement d'une puissance étrangère. C'est-à-dire, aucun autre peuple, aucun autre État ne peut prétendre à la terre sur laquelle va s'exercer le mandat, et terre qui doit être transformée en foyer national juif pour le peuple juif. OK, maintenant, donc on voit ici, noir sur blanc, qu'il y a reconnaissance juridique du lien historique du peuple juif à Eretz Israël. On voit que le 24 juillet 1922, ce lien et cette décision est entérinée par le Conseil de la Société des Nations, où sont représentés déjà plus de 54, si je ne me trompe pas, pays du monde entier qui y sont membres. Et puis, on va voir après, on va continuer après, quelles sont les conséquences par rapport à l'ONU. Avant qu'on continue, je voudrais qu'on regarde sur les frontières. Les frontières, ça peut aussi être intéressant, n'est-ce pas? Alors, regardons les frontières. Regardons les frontières, encore une fois. Regarde. Là, on va revenir par là et on va changer, on va voir. Voilà. Vous voyez, Fatma Hassine, j'espère que je manie bien les choses. Donc, le mandat, à l'origine, vous voyez la carte en haut, Mandate for Palestine, British Mandate, après avril 1920, 24 avril 1920. C'est ce qui a été voté, la décision de San Remo. C'est-à-dire, on voit ce qu'on appelle Israël Aktana, on voit les frontières sud. D'ailleurs, vous savez par qui ont été tracées les frontières? Les frontières ont été tracées par Aaron Aronson. Aaron Aronson de Nili, qui était, on le savait, un grand spécialiste de l'agriculture, un agronome, qu'il a appris en France et qui était un fin connaisseur de toute la topographie, de la géographie, et c'est lui qui a tracé les frontières sud, et pas seulement les frontières sud, etc., de Eretz Israël. Le fait est que ce qu'on voit, c'est que c'est tout Israël Aktana, c'est toute la Judée-Samarie, c'est les hauteurs du Golan, et c'est toute la Transjordanie, c'est-à-dire la Jordanie d'aujourd'hui jusqu'à l'Irak et l'Arabie, qui à l'époque, ça s'appelle l'Arabie, c'est-à-dire le Liban au nord, qui est dévolu, qui est réservé au mandat britannique. OK, donc maintenant, les choses changent, on le voit. Les choses vont changer à peine 2 ans après. On l'a vu que dans le texte du mandat, il est interdit aux Britanniques de céder des territoires du mandat à une autre puissance. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Là, on regarde. 77% des territoires, tout d'un coup, on voit ici Transjordanie, Arab Palestine. Ça devient la future Jordanie. Comment ça se fait? Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, la Grande-Bretagne, par le truchement de son ministre aux colonies, c'est-à-dire Winston Churchill, j'imagine que vous le connaissez bien, a profité d'une clause, une seule clause qui existait, qui était présente dans le texte du mandat, qui était la 25e clause, qui disait que à l'est du Jourdain, eh bien, les Britanniques étaient plus libres, effectivement,
de faire un usage selon leurs considérations et selon peu importe, leur chikuldat, leurs considérations, de faire ça. Et effectivement, en 1922, eh bien, Winston Churchill, pour des raisons de réel politique, de raisons d'État, etc., a décidé de couper plus de 3/4 du territoire, du territoire du mandat et pour le donner à Abdallah, fils du shérif Hussein dont on a parlé et frère de Faisal dont on a aussi parlé. Ok, mais ça, c'était quand même des bonnes choses à savoir. Ok, maintenant, retournons au stop share. Bon, si vous voulez encore voir les cartes pour essayer de comparer, etc. Mais ce qui est chose intéressante, c'est qu'en tous les cas, laissons de côté la Transjordanie, tout ce qui est ici, c'est-à-dire de Banias au nord jusqu'à Rafah, Gaza d'aujourd'hui, au nord-ouest, et jusqu'à Eilat tout au sud, tout le long de la frontière actuelle, la mer Morte et la vallée du Jourdain, le Jourdain, eh bien, tout ce qui est à l'ouest de cela, ça fait partie du futur foyer national juif au sujet desquels les Britanniques, dont les Britanniques ne peuvent pas céder à qui que ce soit, ne serait-ce qu'un mètre carré. Ok, bon, on stop share. Ok, on revient. Maintenant, vous pouvez dire, mais écoutez, bon, j'ai compris que par rapport à la déclaration de Balfour, eh bien, la décision de San Remo, elle est plus importante. Et puis, si on écoute Zev Jabotinsky, eh bien, il dira que la décision de la SDN, de la Société des Nations, du 24 juillet 1922, elle est encore plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle transforme ce document, elle entérine au niveau international de l'organisation internationale la plus représentative du monde entier, de l'opinion du monde entier, de la jurisprudence mondiale, du droit international, eh bien, reconnaît le droit historique du peuple juif à Eretz Israël. Mais peut-être que depuis, comme on dit, de l'eau a coulé dans le Jourdain. Peut-être qu'ensuite, il y a eu quand même beaucoup de décisions. Il y a eu la commission Peel qu'on a acceptée. Il y a eu la décision du 29 novembre 1947, la résolution 181 des Nations Unies. Et puis, il n'y a plus la SDN quand même, c'est l'Organisation des Nations Unies maintenant qui est là, qui est l'Organisation des Nations Unies. Alors peut-être que c'est caduc, comme on dit. Eh bien non. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que quand le SDN devient l'ONU, en 1945, eh bien, il y a une clause sur laquelle on livre beaucoup de combats. Et cette clause s'appelle la clause 80 et qui dit une chose très, très simple. C'est que tout ce qui a été accepté, voté, et ce qui fait partie toutes les décisions qui ont été prises par les SDN, eh bien, l'ONU en hérite automatiquement. Et tout nouvel État qui intègre l'ONU, qui aujourd'hui compte plus de 15 pays, il y a tous ces États sous signe, condition sine qua non, pour intégrer l'ONU,
sous-signe à cette clause 80 aussi, reconnaissant, entre autres, tout le système mandataire et ses résultats. Donc, l'ONU n'a pas rendu caduques les décisions de la SDN. Bon, on pourrait dire, l'ONU n'a pas rendu caduques, mais la décision 181 de résolution 181 des Nations Unies, décision de partage, qui a accordé juste 55% de Eretz Israël occidental au peuple juif et 45% à l'État arabe, eh bien peut-être que c'est elle qui a été, qui est aujourd'hui, qui est force de loi. Eh bien non. Lorsque vous vous adressez exactement aux spécialistes, on va en citer quelques-uns, du droit international, ils disent non. Pourquoi? Parce que cette résolution, tant qu'elle n'a pas été acceptée par les deux parties, par les Arabes et par les Juifs, eh bien, elle ne fait œuvre que d'une recommandation. Et du moment qu'elle a été rejetée par les Arabes, qui nous ont déclaré la guerre, eh bien, elle a peut-être une signification symbolique, une signification spirituelle pour les Juifs, mais et pour le monde, je ne sais pas, pour ceux qui nous aiment, quand même, État juif, etc. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas, en aucun cas, effacer ce qui a été voté et entériné par toutes les nations, avec un accord total de toutes les nations, en juillet 1922, entérinant la décision du 24 avril 1920, Vav Beiyar, Taf Reish Pei, 5640, 5680, pardon, 5680. Ça, c'est une autre chose. Et c'est pour ça qu'on doit dire que, citons, il y a beaucoup de, vers la fin, je vais le montrer, il y a beaucoup de, exemple ici, posé. On va citer, on va revenir là. Citer une personne comme Talia Einhorn, mais même des personnes comme professeur Lapidot, comme professeur Kantorovitch, comme professeur Schwabel, comme professeur Lauferter, etc., beaucoup, tous des spécialistes émérites du droit international, ils disent tous une chose très simple, c'est que cette conférence a ancré dans le droit international les droits nationaux du peuple juif à Eretz Israël. Je lis ici. C'est ce qu'il dit le professeur Talia Einhorn. Et bon, השטח לא נמסר לריבונות של בריטניה. אוקיי, ודאי. Et voilà qu'elle dit, il faut savoir que tous les pays, tous les États qui ont rejoint l'ONU devaient sous-signer sous deux conditions. Être Liot Medina ou Evet Shalom, être un pays qui aime la paix, pacifique, et accepter ce qu'on appelle Eta Itrevuyot, tout ce que inclut la Megillah, la charte de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire, Mashma, Kol Medinot Haolam, Shitztarfu, tous les pays qui sont rejoints l'Organisation des Nations Unies ont sous-signé aux conditions du mandat britannique sur Israël. Velachen, c'est-à-dire au droit politique du peuple juif sur Eretz Israël, eh bien, ils font force encore aujourd'hui dans le droit international. Zot veod, et il y en a qui disent, encore une fois, on l'a dit, que la décision de 181 résolution de l'ONU du 29 novembre 1947, eh bien, elle l'a annulée. Pas du tout, pour deux raisons. Parce que c'est une décision
qui est comme toute résolution de la Atzeret HaKlalit, c'est-à-dire de l'Assemblée générale, n'est qu'une recommandation qui ne fait pas force de loi. Et deuxième raison, parce que elle était, sa mise en marche ne pouvait se faire qu'avec l'accord des deux parties, c'est-à-dire pas seulement des Juifs, mais aussi des Arabes. Alors, il faut savoir, on parle toujours du vote qui a eu lieu dans l'administration nationale en Eretz Israël, c'est-à-dire qui devait devenir ensuite le gouvernement provisoire, et puis le gouvernement d'Eretz Israël, le vote qui a eu lieu le 12 mai 1948. Eh bien, les historiens sont partagés sur ce qui a été voté, mais beaucoup d'historiens, je crois qu'on en a déjà parlé, eh bien, ils disent que ce qui a été voté, c'est est-ce qu'on doit déclarer des frontières, est-ce qu'on doit, lorsqu'on va voter maintenant, écrire notre déclaration d'indépendance, est-ce qu'on doit y inclure aussi les frontières? Et Ben Gurion, il était absolument contre, il disait, mais vous êtes fous, vous voulez fixer des frontières qui sont invivables, qui n'ont aucune légitimité, etc. Il faut absolument, les frontières vont être fixées par notre victoire dans la guerre d'indépendance. Et c'est pour ça qu'il dit que le vote ne portait pas sur oui ou non déclarer l'indépendance, mais sur oui ou non fixer les frontières. Et lui, Ben Gurion a dit non, les frontières ne doivent en aucun cas elles doivent être fixées. Donc maintenant, on voit que c'est véritablement un document qui, 100 ans après, est le seul document univoque qui parle du statut de Eretz Israël, de la mer Méditerranée jusqu'au Jourdain. Ce qui donne force à notre… Oui. Il y a une question, est-ce que tu peux la lire ou tu veux que je la lise moi? Je lis la… Non, lis-la. Ne faut-il pas aussi souligner que le traité de Saint-Rémy a aussi pour but, dans une action néocoloniale, de partager le Moyen-Orient entre la France et la Grande-Bretagne, en leur accordant des mandats qui devaient favoriser la création d'États indépendants coexistants. La France a chassé le roi Faisal de Syrie et a empêché l'expression du nationalisme arabe avec les conséquences que l'on connaît. La France, elle voulait, enfin, une de ses positions pendant la conférence de San Remo, Versailles, Londres, Paris, toutes les conférences qui ont fait suite à la Première Guerre mondiale, c'était, et la position de Millerand, c'était au contraire de pratiquer un mandat français net au Liban, qu'on appelle le Mont Liban, Har Lebanon, et puis que la Syrie soit gouvernée par les Arabes et que dans cette grande Syrie, elle intègre aussi la Eretz Israël. Donc il faut savoir qu'effectivement, chacun avait ses buts. Il y avait les buts impérialistes anglais et français. Il y avait les buts nationalistes arabes. Les Arabes jouaient aussi toutes les cartes, jouaient les Britanniques contre les Français, jouaient les Juifs et les sionistes contre les Britanniques, contre les Français, etc., etc. Chacun jouait ses cartes. Cela dit, effectivement, le droit international, il est le résultat du jeu politique, mais pour finir, là, si on parle de droit international, eh bien, il faut savoir ce qu'il est. Il faut savoir ce qu'il est. Est-ce qu'il est le résultat d'une volonté idéale de personnes emplis de volonté, de bonté, etc. Non, c'est la politique. C'est la politique. Mais si on enlève ce droit international, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste des droits historiques. Maintenant, la monnaie courante, aujourd'hui encore, c'est pour l'instant, il faut prendre au sérieux ce droit. Mais cela dit, il faut le savoir pour savoir quoi répondre à M. Borrell, pour savoir dire que quand Pompeo dit que notre présence en Judée-Samarie n'est pas seulement légitime, mais elle est aussi légale. Il faut savoir qu'il a sur quoi se baser. Quand l'administration américaine reconnaît Jérusalem comme capitale
de l'État d'Israël. Ce n'est pas parce que c'est juste je sais pas, un caprice d'un président américain élu par hasard. Non, c'est le véritable a priori, c'est le droit international qui a été voté par les nations. Lorsqu'il reconnaît notre présence sur les hauteurs du Golan, ce n'est pas par un caprice, mais c'est quelque chose qui a été voté par 54 États et qui a ensuite été hérité par l'ONU. Pourquoi ne pas rappeler l'interprétation du livre blanc de Churchill, les termes de la question de San Remo ne visent pas que la Palestine dans son ensemble soit convertie en un foyer juif, mais qu'un tel foyer soit fondé. Oui, ça, c'est la déclaration de Balfour. La déclaration de Balfour, vous avez raison, elle a été dite, il y a eu dans la déclaration de Balfour 12 brouillons qui ont été écrits. Et les uns étaient moins favorables que les autres, parce qu'effectivement, au début, il s'agissait de faire de Eretz Israël un foyer national juif, à savoir de toute Eretz Israël, foyer national juif, mais après l'intervention, pas tellement d'Arabes, ils ne s'étaient pas encore trop réveillés à l'époque, mais de juifs antisionistes, à commencer par Lord Montagu, ministre aux colonies du cabinet britannique, eh bien, ce qui a été voté, c'est c'est créer un foyer national juif en Eretz Israël. Mais c'est une autre raison pour dire que la déclaration de San Remo et le vote avec la carte en auxiliaire, eh bien, elle a force beaucoup plus grande qui, elle dit de manière univoque qu'aucun autre État ou nation, que les seules nations à avoir des droits collectifs sur ce territoire, c'est le peuple juif. Maintenant, si on veut citer Churchill, eh bien, il y a beaucoup de citations de Churchill, vous savez. Churchill peut être cité que est-ce que cela deviendra, si cela deviendra un État, eh bien, ça dépend des Juifs. Dans quelle mesure est-ce que les Juifs vont se mobiliser pour créer, tous les Juifs du monde entier, pour faire de cela un État juif? Ça dépend d'eux, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Donc là, il faut savoir que ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'on cite. Je peux vous amener beaucoup de citations de Winston Churchill qui était certes un homme de réel politique, mais qui était aussi un ami des Juifs. Relativement aux autres, c'était un ami des Juifs. Voilà. Mais c'est bien que vous posiez ces questions parce que il y a on le sait déjà depuis la guerre des 6 jours, pas mal de tentatives, tant au niveau international qu'au niveau national, de minimiser la portée de la déclaration de San Remo et d'essayer de transformer le vote de 181 en vote qui nous oblige, de 181 de 1947, en vote qui nous oblige de telle ou autre manière. Maintenant, je voudrais, avec votre permission, montrer encore quelque chose. Zéro. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, de relativement nouveau. Voilà. Aïe, pardon. J'espère que vous le voyez. Pourquoi est-ce que ça ne se montre pas très bien? C'est... Non, vous le voyez, je ne sais pas. C'est un fascicule regroupant les articles de spécialistes du droit international qui a été émis en novembre 2017 par le ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle Israel's Right. Israel's Right, c'est-à-dire qui peut être traduit de deux manières. Israel is right ou The Right of Israel, et qui parle du droit
d'Israël, de l'État d'Israël sur la Judée et sur la Samarie, by international law as reflected in presentations made in the first international legal conference on Jerusalem. C'est quelque chose qui a été initié par le ministre de l'époque des Affaires de Jérusalem, Zev Elkin, et mené par son directeur général, ambassadeur Ran Ishai, et qui a fait pour la première fois depuis des décennies, qui est intégré dans le ministère des Affaires étrangères la position, nouvelle position israélienne, que notre présence en Judée-Samarie n'est pas seulement le fait d'une victoire militaire, mais est ancrée dans le droit international, et il cite ici la déclaration de San Remo. Voilà. Donc, stop share, je ne sais pas pourquoi c'est mal vu. Vous savez, peut-être essayer de monter par. Ah, voilà. Voilà, ainsi. Israel's right as of Jerusalem, Judea and Samaria. Voilà. Il y a encore une question. L'accord saxe-grec prévoyait que Jérusalem soit une ville internationale. C'est vrai. Cela a disparu avec la résolution de San Remo. Cela est réapparu. Pourquoi? Avec le plan de partage de 47 et a conduit au compos separato que la France continue à appuyer. Bien sûr, c'est que depuis beaucoup d'États se sentent très peu confortables avec cette décision. Et effectivement, la Grande-Bretagne, qui nous soutenait vivement à la conférence de San Remo et qui a donné force à la position sioniste à San Remo en 1920, eh bien, elle a fait volte-face. Ça a commencé très tôt. Ça a commencé avec le premier livre blanc de 1922 de Winston Churchill. Mais à plus forte raison, second livre blanc de 1930, et puis le dernier de 1939 de MacDonald, avec entre eux les livres, les recommandations de la commission de Peel en printemps 1937, qui parlait déjà d'internationalisation, effectivement. Ça a commencé à prendre force, mais là, il faut citer la réponse de Ben Gurion. La réponse de Ben Gurion à la clause du corpus separatum que vous avez mentionné. Il dit, écoutez, chers amis de l'Organisation des Nations Unies, vous avez dit que Jérusalem devra être un corps séparé, une zone internationale. D'ailleurs, ce n'est pas seulement Jérusalem qui a été prévu comme ville séparée, c'était aussi Bethléem, c'était aussi un couloir qui allait de Jérusalem jusqu'à Yafo, jusqu'à Jaffa, et Jaffa aussi devait être zone internationale. C'était effectivement une internationalisation répandue sur des dizaines de kilomètres. Et puis il leur dit, mais vous savez, nous sommes 100 000 juifs à Jérusalem. Vous avez dit que vous voulez l'internationaliser. Très bien. Internationaliser, donc prenez, s'il vous plaît, sous vos auspices et sous votre défense, votre protection, les 100 000 habitants juifs de Jérusalem. Vous n'avez rien fait. Vous avez regardé, bras croisés, les armées d'abord irrégulières arabes, faisant un blocus de Jérusalem, un siège de Jérusalem, qui était presque au bord de la famine. Et ensuite, vous n'avez rien fait, au contraire, vous avez armé la Légion arabe de Transjordanie, et qui prenait d'assaut des quatre coins, des quatre directions, du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, Jérusalem,
vous n'avez rien fait pour les arrêter. Donc, vous avez perdu, chère puissance, votre droit moral d'insister sur l'internationalisation de Jérusalem. Et c'est pour ça que, à la suite du vote qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, en janvier 1950, initié par le Vatican d'ailleurs, sur l'internationalisation de Jérusalem, eh bien, Ben Gurion a réagi de manière très ben-gurionienne. Il a fait monter tous les ministères israéliens sur les camions et les faire partir de Tel Aviv à Jérusalem. Et c'est ainsi qu'il a transféré le gouvernement, la Knesset et toutes les institutions, à quelques exceptions près, toutes les institutions gouvernementales de l'État nouveau-né et a fixé dans la loi votée en 1949 Jérusalem, celle qui était en notre pouvoir, comme capitale de l'État nouveau-né. Voilà. Donc c'est pour ça que il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre ce que l'ONU vote dans l'Assemblée générale et ce que l'ONU vote au Conseil de sécurité. Assemblée générale, encore une fois, ça, je peux me tromper, je ne suis pas un juriste du droit international, mais vous trouverez des réponses dans ce qui est là devant vous et dans d'autres documents. Il y en a de plus en plus ces derniers temps. C'est que les résolutions, ce sont des recommandations, à plus forte raison, si elles sont imposées et si elles ne bénéficient pas de l'accord d'Israël. Israël n'a jamais donné son accord à l'internationalisation de Jérusalem. Voilà. D'autres questions? Stop share. D'autres questions, Khaverim? Non? Bon, alors je pense que je vais terminer peut-être en disant encore quelque chose, c'est qu'il y a encore un aspect très important, c'est que la décision à San Remo et ensuite à la SDN a redonné du poil de la bête, si on peut dire ça, redonner ressourcer, revigorer le mouvement sioniste qui était en perte de vitesse. Ça a redonné du souffle et de l'entrain au peuple juif qui, tout d'un coup, a compris qu'il est plus que crédible, qu'il est devenu un facteur d'importance reconnu par les puissances, reconnu par le monde entier, par les organisations internationales et tant le monde que le peuple juif a repris foi dans son bon droit et dans la crédibilité de son projet. Juste pour citer le Rav Meir Simcha Midvinsk, Or Samer, qui a dit que suite à San Remo, suite à la décision de San Remo, il écrit après 1920, eh bien, Sar Pachad à Shvuot, la peur du peuple juif des serments qu'on lit dans le Shir HaShirim, le Cantique de Cantiques, et dans la Gemara de Ktubot, eh bien, les Juifs ont compris que maintenant leur retour ne sera pas contre la volonté des nations du monde, ne sera pas en contrevention, mais au contraire. Donc, on peut revenir pas seulement selon la volonté du monde, mais selon notre propre héritage. Merci de nous redonner le nom de l'auteur du fascicule. Je vais vous le remontrer. Vous avez évoqué un retournement favorable aux sionistes lors de la conférence. Quelle en a été la cause? Bon, il y a eu pas mal de causes. Tout d'abord parce que Curson, le ministère des Affaires étrangères britannique, a fait fi complètement de l'opinion de son général en Eretz Israël. Deuxième chose, c'est-à-dire de Allen.
Deuxième chose, il y a eu un témoignage fracassant du colonel de renseignement britannique qui a incriminé la collaboration de l'armée britannique, de l'armée d'occupation britannique en Eretz Israël avec les émeutiers arabes. Et ça a donné un coup de crédibilité énorme, c'est-à-dire un coup fatal presque à l'administration qui a cessé d'exister quelques mois après. Et ce colonel, c'était un grand ami des Juifs. Encore une fois, je le recite, c'est Richard Meinersgame, qui était le colonel responsable des renseignements. On peut raconter énormément de choses à son sujet, mais c'est-à-dire qu'il y a une administration qui a été discréditée. Faisal a été discrédité. Il était d'abord perçu comme un ami des sionistes. On connaît la correspondance entre Faisal Hussein, fils du shérif Hussein, et Weizmann, Chaim Weizmann, mais ensuite, Chaim Weizmann a très vite compris que c'était quelqu'un qui jouait un double jeu et qui a retiré tout son soutien en lui. Il l'a présenté comme, regardez, ce chef de tribu qui, en 2 ans, se croit maintenant le grand roi du Moyen-Orient. Il y a eu aussi une volte-face de Wilson, président américain, avec le soutien du juge Brandeis, qui est presque le bras droit, mais un conseiller du président Wilson, qui était un juge à la haute cour de justice américaine, qui était une des têtes du mouvement sioniste américain, qui a aussi joué le jeu. Et puis, il faut commencer tout simplement par les représentants juifs à la conférence de San Remo, Nahum Sokolov et avant tout Chaim Weizmann, qui étaient des fins diplomates qui ont fait tout ce qu'ils ont pu, bien avant aussi, pas seulement à San Remo, pour, dans les couloirs, dans les sessions, etc., pour attirer la bonne volonté des superpuissances. Une dernière chose peut-être qu'il faut mentionner, c'est que le peuple juif a consenti des efforts considérables pour la conquête de Eretz Israël. La puissance armée juive dépassait de beaucoup, et l'effort de guerre juive dépassait de beaucoup l'armée du shérif Hussein avec Laurence d'Arabie, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a vu sur tous les points, les Juifs et l'organisation sioniste, c'est du sérieux. Pourquoi ne se sert-on pas de cet accord de San Remo au niveau de notre gouvernement israélien aujourd'hui? On s'en sert. On ne s'en est pas servi à l'époque d'Oslo. Bon, il est vain d'expliquer pourquoi on ne s'en est pas servi, quelle importance. L'essentiel, c'est pas ce qui a été fixé alors, c'est ce qui va être, c'est ce sur quoi on va tomber d'accord avec nos voisins aujourd'hui, etc., etc. Donc, avec les gouvernements de Netanyahou, avec Tzipi Hotovely, avec Dori Gold, qui se trouvait à la tête sous tel ou tel chapeau du ministère des Affaires étrangères, eh bien, on a fini par effectivement, on a commencé, à se rappeler des résolutions de San Remo. Quelle était la légitimité du livre blanc? Très bonne question. Très bonne question. C'était, on peut dire, sur beaucoup de points en contravention du mandat, effectivement, mais quand on dit en contravention, eh bien, il faut savoir que la déclaration de San Remo, le droit international, etc., c'est un texte vain s'il n'y a personne qui parle en son nom, s'il n'y a pas un interprète, s'il n'y a pas un peuple, ne serait-ce qu'un peuple, dans notre cas le peuple juif, qui en hisse l'étendard et dit « Hey, Khaverim, le droit international, il est là en notre faveur. Si personne ne le parle, eh bien c'est comme s'il n'existait pas. » Et des personnes, des antisémites comme Borrell et autres chefs de la Ligue arabe ou de l'Iran, eh bien, ils profitent de cette amnésie. Vous avez aucun retournement. Merci de me redonner le nom de l'auteur du fascicule. J'y reviens. Quelle est la légitimité? Attendez, le nom du fascicule, j'y reviens tout de suite. Israel's Right.
ça a été publié, ça n'a pas été vendu, vous ne pouvez pas acheter dans Staymask, mais ça a été envoyé, publié sous quelques centaines d'exemplaires dans les ambassades et aux consuls, ambassades des pays représentés en Israël, en Israël et à d'autres. Mais bon, ça, c'est quelque chose que, enfin, je pense qu'on peut, on peut l'obtenir. Voilà, maintenant, encore quelque chose. Regarde, stop share. Hein, chat. Merci beaucoup.